Alors, je ne vais pas vraiment vous présenter mes travaux, hein, parce que sinon, je vais vous perdre. Non, on va essayer de parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui n'est pas du tout traité dans les médias, ou très peu. Euh, et c'est vrai que je fais des travaux scientifiques sur l'eau, mais ces travaux-là, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que je pense que vous êtes plus venus pour découvrir cet élément qu'est l'eau. Et surtout, la question de la conférence veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein, que l'eau boire, c'est-à-dire c'est notre problème. Et là, il n'y a pas trop besoin de théorie pour ça, hein. Mais par contre, sachez bien que tout ce que je dis est effectivement, comme je suis scientifique, j'ai digéré tout un ensemble de données. J'ai accès à des littératures à laquelle vous n'avez pas accès, qui sont les grands journaux de sciences. Et je peux peut-être vous surprendre, mais il paraît à peu près 10 à 20 articles par jour sur l'eau. Donc on a de quoi lire. Et donc tout ça, je vais le ressortir sous une forme qui, j'espère, sera accessible à tous, avec toujours ce fil directeur qui est quelle eau boire. Deuxième chose, comme c'est une conférence qui se veut pratique, j'ai amené donc des appareils. Parce que vous allez voir qu'il y a une partie de l'eau dont on ne parle pas et que la science est en train de découvrir. Et je pense que plutôt que de faire un long discours, c'est mieux de discuter devant des machines et de boire. Simplement, vous goûtez, comme ça au moins vous verrez. C'est-à-dire vous aurez la théorie pendant la première heure, puis vous aurez la pratique pour ceux que ça intéresse. Et puis aussi, je suis venu pour vous, pas pour moi, parce que moi, je connais très bien le sujet, et j'espère que vous avez des questions, et que ce que je vais vous présenter va vous faire poser des questions. C'est pour ça que j'ai prévu aussi au moins 1 heure de questions. Si c'est trop long, on passera directement aux ateliers, peu importe. Mais n'ayez pas de soucis, vous êtes là pour vous exprimer. S'il y a des choses que vous avez vues chez vous, sur Internet, dans la presse, je peux vous répondre. Et donc c'est le moment évidemment de poser la question, parce que vous avez en face de vous un enseignant de l'Université de Strasbourg qui est payé sur vos impôts. Donc profitez-en, c'est gratuit, à part la petite entrée, mais ça c'est pour amortir la salle, parce que l'association Vie et Bien-être, que je voudrais remercier, il faut qu'ils organisent tout ça, donc il y a une petite contribution, mais pour le reste, n'ayez pas peur, tout est parfaitement gratuit. Autre chose, visiblement il y a beaucoup de caméras, hein, donc pour ceux qui voudront revoir cette conférence, ce sera possible sur Internet, donc vous verrez avec les différents gens qui filment. Et aussi, ça vous permettra, si la conférence vous plaît, de la conseiller à d'autres personnes. C'est quelque chose qui pourra être aussi diffusé plus tard. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas là ce soir pourront peut-être profiter de tout ce que je vais dire. Et je compte sur vous pour faire passer le message. Donc merci d'être venus. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de comprendre un petit peu pourquoi l'eau va être quelque chose d'important pour nous. Donc là, j'ai un petit diagramme que j'aime bien parce qu'il nous montre exactement un petit peu ce que c'est que l'eau qui traverse un organisme. Alors, en abscisse, vous avez la masse des corps en grammes. Donc, c'est pas difficile. Plus la masse est élevée, plus l'être vivant est gros. Et en ordonnée, vous avez le flux d'eau en millilitres par jour. Et donc, vous voyez très bien ce qui se passe, c'est que plus vous êtes avec une composition massique importante, et plus vous avez besoin que l'eau vous traverse. Et j'insiste bien, l'unité qui est en ordonnée, c'est un flux. C'est-à-dire que vous êtes traversé en permanence d'eau. Il faut bien en prendre conscience. Et ce flux, il est d'autant plus important, vous voyez que si vous êtes un vulgaire cafard, vous êtes tout en bas là, arthropode, il n'y a pas beaucoup d'eau qui vous traverse quand vous êtes cafard. Mais si vous commencez à monter un petit peu, amphibiens, reptiles, marsupiaux, oiseaux, mollusques, arthropodes, mais maintenant aquatiques, poissons et les fameux euthériens, on les aime bien les euthériens. C'est qui les euthériens? C'est nous. C'est le nom scientifique pour tous les êtres vivants qui sont des mammifères. On n'a plus le droit de dire mammifères. Pourquoi?
Parce que dans mammifère, il y a mamelle et c'est sexiste. Donc, on dit euthérien, c'est plus politiquement correct. Mais bon, il faut savoir que c'est la même chose. Hein. En fait, c'est le nom des mammifères. Donc, ça, c'est la première chose que je vous demande de bien assimiler, c'est ce flux d'eau, c'est-à-dire que vous pouvez fermer les yeux et penser que là, même si vous n'avez pas conscience, il y a un flux d'eau en permanence qui vous traverse. D'où le titre de la conférence, qu'est l'eau boire. Parce que ce flux d'eau, évidemment, il y en a une partie que vous n'avez pas conscience, c'est tout l'air que vous respirez, qui est hydraté, qui vous traverse. Il y a tout l'air que vous relâchez, mais il y a aussi, évidemment, toute l'eau que vous allez boire. Si vous buvez de l'eau, ça aussi, ça reste à démontrer. Il y a des gens qui ne boivent pas d'eau. Alors, c'est pour ça que maintenant que vous savez que vous êtes un être hydrique, vous ne devez pas être surpris de ce diapositive qui est bien connu de tous les nutritionnistes. C'est-à-dire que quel doit être votre aliment principal? La base de la pyramide, de l'eau, avant tout. Et puis après, vous pouvez avoir un petit peu de pain, de beurre, de biscuits, de légumes, de viande, de poisson. Et vous voyez que tout en haut, c'est les gâteaux, les biscuits, ça c'est vraiment pour se faire plaisir. Hein. On doit d'abord boire de l'eau. Donc ça c'est l'aliment de base. Et de manière assez surprenante, c'est un aliment de base, mais personne n'en parle. Ou du moins, personne n'en parle de façon sérieuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous ouvrez les magazines, on vous parle de la nourriture, de bien se nourrir, de la malbouffe, d'un tas de choses. C'est-à-dire qu'on vous parle de tout ce qui est en haut de la pyramide. On ne vous parle pas de la base. Donc, aujourd'hui, on va parler de la base. Alors, comme toujours, on est un petit peu... On a envie de vivre en bonne santé, je pense, tous. Et donc, je vous ai mis un petit peu ici quelque chose pour mettre les choses au point. Parce que je vais parler d'eau. Mais sachez que l'eau n'est vraiment que quelque chose qui vient en plus de quelque chose qui est très fondamental, qui est l'alimentation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une alimentation qui est correcte, à la limite, peu importe la qualité d'eau que vous buvez. Parce que vous absorbez beaucoup plus de problèmes par l'alimentation que par l'eau. Alors vous le voyez ici, à gauche, c'est en 1990, c'est les risques qu'il y avait en société. Et puis, 20 ans après, 2010, vous voyez que ce n'est plus les mêmes risques. C'est-à-dire qu'en 1990, le grand problème, c'était la malnutrition enfantine. Il y avait des enfants qui étaient mal nourris dans le monde. Vous voyez, on a fait des progrès, la malnutrition enfantine, elle a bien régressé. Et à la place, qu'est-ce qui est apparu en 2010? Problème numéro 1, c'est l'hypertension. C'est un gros problème qu'on a. Et vous voyez qu'avant, l'hypertension, elle était uniquement en 4e position. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose en 20 ans. L'hypertension est devenue quelque chose, une maladie importante, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Vous voyez qu'après, la cause numéro 2, c'était la pollution de l'air, qui est devenue la cause numéro 4, et ça, vous savez tous pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a des pots catalytiques. C'est-à-dire qu'on a mis ce qu'il fallait sur les voitures pour traiter ce problème. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas non plus trop critiquer les dirigeants. Ils font ce qu'ils peuvent, ils ne sont pas très doués, d'accord. Mais ils ont quand même des actions, parce que les pots catalytiques nous ont permis d'avoir un air de meilleure qualité. Et c'est aussi quelque chose que je voudrais que vous ayez pris conscience, c'est qu'on est quand même encore en 4e position. C'est-à-dire qu'avant même de penser à l'eau, il faut penser aussi à l'air qu'on respire. Et à la nourriture qu'on mange. Tout ça, c'est important. Alors, vous voyez qu'on est passé à l'alcoolisme en 2010. C'était moins un problème en 90. Et puis, bon, régime pauvre en fruits, on mange de moins en moins de fruits, de plus en plus de produits industriels. On voit que l'obésité, l'hyperglycémie, il y a des tas de problèmes qui sont apparus. Il y en a d'autres qui ont disparu. Par exemple, en 1990, les mamans avaient des problèmes de lait. Certaines mères. Maintenant, ça n'arrive plus. Pourquoi ? Parce qu'on a fait tous les laits qu'il fallait. L'industrie sait faire ça. Et donc, on n'a plus ce problème-là. Par contre, il y a un autre problème qui est apparu. C'est qu'en 1990, on faisait pas mal d'exercices. En 2010, on en fait beaucoup moins. Voilà. C'est une petite photo de... Alors après, évidemment, je vous donne rendez-vous en 2030. Nous verrons bien
qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été traité. Donc la question qu'on va se poser, évidemment, vous voyez, l'eau n'est pas là. Hein. Ce n'est pas un vrai problème de santé, finalement. Bah, est-ce que ça peut l'être? C'est ça la question, finalement. Est-ce qu'on doit vraiment se préoccuper de l'eau? Ou finalement, est-ce que c'est quelque chose de mineur par rapport à tous ces problèmes qu'il faut déjà régler? Et après, peut-être qu'on peut commencer à boire de l'eau de bonne qualité. Alors, je dis bien boire de l'eau, je ne dis pas boire des jus de fruits ou des sodas. Hein. Parce que là, on a un petit problème aussi, c'est que vous voyez que la consommation de sucre, on est un petit peu addict au sucre. Et ça, ce sont des données de 2007. Mais vous voyez, j'aime bien aussi mettre les dates, ça a été publié en 2012. Vous voyez le temps qu'il faut aux scientifiques entre le moment de récolter les données 2007 et 2012 pour qu'on puisse en faire quelque chose. Ça, c'est l'échelle de la science, toujours 4-5 ans. Donc ne soyez pas surpris si j'ai des chiffres qui ne sont pas de 2013, c'est que les scientifiques sont obligés de digérer tout ça, ça prend du temps, et on fait comme on peut. Hein. Donc là, vous voyez, c'est des chiffres de 2007. Donc vous connaissez bien le problème, il y a un pays qui est noir, les États-Unis. En France, on est un petit peu orange, il y a des pays écarlates, et ça, c'est un problème qui est lié donc à la consommation de sucre. Alors, le sucre, évidemment, on le prend par les sodas, hein, donc par la boisson, c'est pour ça que j'en parle. Peut-être quelque chose que les gens ne connaissent un petit peu moins, c'est qu'il y a une autre forme de sucre qui a remplacé beaucoup le glucose dans les produits industriels, c'est le fructose. Et on est en train de découvrir, là vous voyez que c'est le même article de 2012, pourquoi les gens sont intéressés à ça, c'est parce qu'il y a un effet, on est en train de comprendre que le fructose c'est aussi toxique que l'éthanol. Pour ceux qui ne savent pas, l'éthanol, ça s'appelle aussi l'alcool. C'est-à-dire qu'il est aussi dangereux de manger du sucre que de boire du cognac. Vaut peut-être mieux le savoir. Et vous avez les problèmes, hein, vous voyez, les problèmes de l'alcool, ils sont à gauche, et les scientifiques ont répertorié les problèmes du fructose. Et là, je dis bien du fructose, c'est-à-dire ce sucre industriel qu'on trouve aussi dans ce qu'on appelle le saccharose, qui est une association de glucose et de fructose. Et le saccharose, vous le connaissez bien, puisque c'est les petits morceaux de sucre que vous achetez dans le commerce. Donc vous voyez qu'il y a un danger à consommer du fructose. À la limite, il vaudrait mieux consommer du glucose. Mais l'industrie a plein de fructose à revendre, et donc ça c'est quelque chose que chaque fois que vous buvez des sodas, vous absorbez ces choses-là. Il faut le savoir. Alors ça c'est tout récent. Regardez la date, si vous la voyez, 14 novembre 2013. C'était il y a 15 jours. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer ça. Pourquoi? Parce que je vais parler d'eau. Mais il y a des gens qui ne boivent jamais d'eau. Ils boivent des sodas, des jus de fruits, du Coca-Cola, enfin bref. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse. C'est fait pour eux. Vous voyez, il y a un petit rat là, il est sympathique. Il vous regarde. Vous savez ce qu'on fait aux rats quand on est scientifique? On les fait souffrir. C'est ce qu'on a fait ici. On leur a fait boire du soda. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé ensuite, on a regardé leur contexte frontal, on a regardé les protéines qui produisaient au niveau. Alors, contexte frontal, c'est ce que vous avez là. C'est la tête qui décide. On a analysé 1373 protéines. Et on a trouvé que 290 étaient modifiées par cette consommation de soda. Et ces 290 sont associés au cancer, à la maladie d'Alzheimer, au Parkinson et à la schizophrénie. C'est-à-dire que chaque fois que vous buvez du soda, chez les rats, mais je vous rassure ou je vous inquiète, entre un rat et un homme, ça va vite fait. Hein. Eh bien, on a noté qu'il y avait plus d'Alzheimer, plus de Parkinson, plus de schizophrénie. Et donc, ne soyez pas surpris si ces maladies montent. Parce qu'on peut évidemment les mettre en relation avec la consommation de soda. Donc, pourquoi je mets ça? Parce que peut-être que maintenant vous allez boire de l'eau après cette conférence. Vous allez comprendre que c'est important de boire de l'eau parce que, évidemment, c'est cette boisson que vous devez choisir plutôt qu'un soda si vous avez le choix. Et si vous souhaitez
vivre en bonne santé longtemps. Alors, autre chose que j'aime bien, ça c'est dans toutes mes conférences, c'est mettre les choses sur des chiffres. Ça c'est nous les scientifiques, on aime bien les chiffres. Ici c'est la composition, on vous dit très souvent qu'un être vivant c'est 70% d'eau. Oui, 70% en poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous prends et que je vous mets dans un four crématoire, eh bien, vous allez un tas de trucs qui va partir, vous allez sécher, et une fois qu'on aura tout séché, on va récupérer donc que 30% de la masse initiale. Les 70 autres pourcents, c'est de l'eau qui vous constitue. C'est déjà pas mal, hein. 70%, ça veut dire que vous avez beaucoup d'eau. Mais ce n'est pas ce chiffre-là que je voudrais que vous reteniez. Le chiffre que je voudrais que vous reteniez, c'est un chiffre qui est en nombre. C'est-à-dire qu'on va prendre juste une cellule. Pourquoi? Parce qu'une cellule, de toute façon, c'est la matière vivante. Avec ça, on est tout fait de cellules. Et donc, si on connaît la composition d'une cellule, vous avez juste à multiplier par centaines de milliards et ça vous donne bout. Mais à la base, on est tous une cellule. Et vous voyez que j'ai classé, vous regardez la dernière colonne, en nombre. Qu'est-ce que vous trouvez d'abord? Évidemment de l'eau. 22 milliards 240 millions 561 910. Je les ai comptés une par une. C'est pas gros. C'est un petit chiffre. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Et c'est là où vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît. C'est qu'on ne trouve pas les protéines. On ne trouve pas l'ADN. On ne trouve pas tout ce qu'on trouve dans les livres de biologie. Qu'est-ce qu'on trouve? Des ions. C'est-à-dire qu'après l'eau, vous êtes d'abord des ions. Du sel. Vous êtes un mélange de sel et d'eau. C'est incroyable. Et vous vivez. Prenez un peu de sel, mettez-le dans l'eau. Ça ne vous fait pas un être vivant. Mais pourtant, vous êtes ça. Vous êtes effectivement un peu plus que du sel et de l'eau. Mais pour la chimie, vous êtes du sel et de l'eau d'abord. Et donc, vous comprenez que la bonne santé, c'est quoi? Est-ce que c'est mon beefsteak que je vais manger qui va me faire mes protéines? Non. La bonne santé, c'est d'abord comment je gère mon ion et comment je gère mes ions. C'est la première chose. Si je gère bien ça, le reste suivra. Ce n'est pas la peine d'aller traiter un problème organique sur une protéine qui est défectueuse si vous avez un problème au niveau de la gestion de l'eau et des ions. Il vaut mieux d'abord traiter ce que vous êtes en priorité. Ensuite, regardez la troisième ligne. Ce n'est toujours pas les protéines. Ce sont les acides aminés. Quel est leur rôle? Tout le monde s'en fout. Tout le monde dit, bah oui, il y a des acides aminés. Ils ont dit, bah ça va faire des protéines. Vous avez appris ça, que les acides aminés, ça se condense, ça fait des protéines. Mais pas du tout. Ça sert à chélater les ions pour que vous les absorbiez. C'est bête. Ça ne sert pas à faire les protéines. Ça vous sert à prendre les ions et à vous les faire passer dans l'intestin pour que vous puissiez les avoir dans vos cellules. On en revient encore aux ions. Après, vous avez des lipides. À quoi ils servent, les lipides? Ben, toujours pas à vous faire. Ils servent à réguler le flux des eaux, des ions et des acides aminés, parce qu'il y en a qui sont hydrophiles, il y en a qui sont hydrophobes. Pour ceux qui sont hydrophobes, on va faire ce qu'on appelle des micelles. C'est toujours ces problèmes. Comment faire rentrer les ions? Et ensuite, les nucléotides, parce que c'est le même problème. Là, c'est pour le calcium, essentiellement. Et puis, finalement, à 2 144 625, on trouve enfin les protéines, qui arrivent bien, bien loin. Bien, bien loin. Donc, vous comprenez pourquoi la conférence est extrêmement importante, parce que je vais vous parler de ce qui est important des eaux et des ions, de ce qui se passe dans l'eau, en fait. C'est ça qui est important. Alors, voilà le chiffre qu'il faut retenir. C'est qu'il y a 22 240 561 910 molécules d'eau. Il y a en tout 22 437 135 779 autres molécules, toutes confondues, c'est-à-dire l'eau plus tout le reste. Vous faites le rapport et vous trouvez 99%. C'est vous.
Regardez-vous dans une glace, vous êtes fait à 99% d'eau. C'est pas important de savoir ce qu'on va boire? Ben si, il va peut-être falloir un petit peu regarder ça de près. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie parce que ça ne sert à rien. Tout ce qui est dans les livres de biologie, c'est du peanuts. C'est ça l'important. Vous êtes un tube polaire traversé d'eau et d'ions. Un trou. C'est un trou. Il y a de l'eau, des ions qui arrivent, ça passe, et c'est ça. La vie, c'est ça. C'est l'art d'être un tube polaire. Pourquoi? Parce qu'on ne se nourrit pas par l'anus. Polaire, ça veut dire que ça va que dans un sens. Ça ne remonte pas, sauf quand on est malade. Oui. Voilà. Alors après, c'est vrai que vous avez du décor. C'est le sapin de Noël, vous avez des boules de Noël, vous avez des petites bougies, ça s'appelle les organes. Vous avez un cœur, vous avez un foie, vous avez des reins. Ça, c'est les petites bougies. C'est les décorations. Mais le sapin, vous, ce qui fait sur quoi on pose les bougies, c'est de l'eau traversée par des ions. Et évidemment, ces tubes sont faits en protéines. C'est pour ça aussi que je ne veux pas dire non plus que les protéines ne sont pas importantes, mais elles ne font que le tube. Ce qui fait la vie, c'est le mouvement dans ce tube d'eau et d'ions. Voilà, vous voyez, c'est des images qui, j'espère, sont assez simples pour que vous puissiez bien les comprendre et l'intérêt qu'il y a à s'intéresser à l'eau. On va regarder un peu plus les ions, parce que vous avez compris qu'après l'eau, c'est les ions qui sont importants. Alors évidemment, il y a le potassium, le magnésium, le sodium, le chlorure, le bicarbonate, le fer. Prenez le premier, parce que finalement, c'est ce qui est important. Il y en a 66 193 540. Là aussi, j'ai passé 2 mois à les compter un par un. Potassium, ça veut dire quoi? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes. Moi, j'en ai eu un, problème cardiaque. Et à l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas. Et quand j'ai eu mon problème cardiaque, il y a l'interne qui est venu me voir qui m'a dit « Ah, faites-lui son potassium !» Mais qu'est-ce qui m'emmerde avec du potassium? Il ne voit pas que je suis en train de crever, là. Il me dit « Faites-lui son potassium !» Ben, vous comprenez peut-être. Parce que vous voyez que le potassium, c'est l'ion le plus important de la cellule. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose à ce niveau-là, c'est grave. Et donc, tout médecin qui voit devant lui un problème grave fera tout de suite un dosage du potassium pour voir où le gars en est. Parce que si vous avez votre potassium qui commence à foutre le camp, vous en avez pour 10 minutes à vivre. Il vaut mieux le savoir. Donc le potassium, c'est important. Mais après, qu'est-ce qu'on trouve? 9 456 220. Ce n'est pas le sodium, c'est le magnésium. C'est-à-dire que si vous êtes en déficit de magnésium, attendez-vous à avoir des problèmes. Et là, le problème, c'est que le magnésium, vous n'allez pas mourir tout de suite. Vous allez mourir à petit feu, lentement. Il y a vos organes qui vont se déliter parce que vous manquez de magnésium. Donc vous comprenez peut-être qu'à la fin de la conférence, vous précipiterez sur du magnésium. Parce qu'en prenant du magnésium, vous allez résoudre des tas de problèmes. Après, bon, évidemment, on a le sodium, ça c'est ce qui va déclencher la soif. Hein. Quand vous avez soif, c'est en général le sodium qui est là pour faire ça. Et puis les chlorures, parce que, vous voyez, bon, il y en a marre de tous ces cations, il va bien falloir un peu des anions. Donc il faut bien des chlorures parce que la matière est neutre. Et la dernière chose dont je parlerai, c'est le bicarbonate. Parce que le bicarbonate, c'est quelque chose qui est très important, ça régule le pH du sang. J'en reviendrai, c'est un problème qui est très important. Alors, dernière petite chose, c'est le calcium. Le calcium. Les produits laitiers, les fromages et l'eau calcaire. Vous voyez que c'est un ion qui a finalement très peu d'intérêt. Est-ce que ça vaut le coup de se bourrer de calcium? Alors je vais vous donner juste une petite indication. Comment vous vous suicidez? Voilà, vous en avez marre de la vie. Allez, je veux mourir. Qu'est-ce que vous faites? Alors il y en a qui vont se jeter d'une falaise, il y en a qui vont avaler des barbituriques, il y en a qui vont se pendre, il y en a qui vont faire je ne sais pas quoi. Et maintenant,
Ça, c'est parce que vous êtes plein de cellules. Vous êtes une cellule. Comment voulez-vous tuer? Comment une cellule, ça s'appelle l'apoptose en biologie, c'est-à-dire ce mécanisme par lequel une cellule décide de mourir. Eh bien, elle ouvre les vannes. De quoi? De calcium. Le calcium, c'est l'agent qui tue. C'est l'agent de l'apoptose. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en toute petite quantité. Parce que partout où une cellule veut mourir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre ses vannes et elle dit calcium rentre. Et la mort est assurée dans les secondes qui suivent la rentrée du calcium. C'est facile à comprendre pour ceux qui ont un petit peu de connaissances biologiques. C'est qu'à l'intérieur d'une cellule, vous avez l'ADN, vous avez tous ces nucléotides qui sont des phosphates. Et qu'est-ce que le calcium adore? Les phosphates. Si vous voulez savoir ce que donne la copulation entre un atome de calcium et une molécule de phosphate, touchez-vous les dents, touchez un os et vous comprendrez. Quand du calcium rentre dans une cellule, ça fait de l'apatite. Comment voulez-vous que la cellule fonctionne après ça? Et donc, le calcium, c'est vraiment quelque chose qui ne vous pas trop titiller. Alors après, il y a des divers, on va y revenir. Et les protons, regardez. Combien il y en a? 30. Vous vous rendez compte? Dans une cellule, j'ai 30 protons. Alors vous comprenez après que quand dans un livre de biologie, on vous dit « Ah ouais, alors là, il y a un gradient de protons qui passe. » Un gradient de protons avec 30 choses. Remettons les choses à leur place. La cellule est un milieu qui est extrêmement contraint, il y a très peu de choses. Et les protons, en fait, on les recycle. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on produit comme ça coûte cher. Alors, un petit peu de vocabulaire pour qu'on soit d'accord, parce qu'on va parler d'eau. On a essentiellement 4 grands types d'eau: l'eau du robinet, l'eau filtrée, l'eau de source et l'eau minérale naturelle. Donc ça, ce sont les grands types d'eau que vous allez rencontrer. L'eau du robinet, bon, on va beaucoup en parler dans la fin de la conférence. Il y a un truc, on ouvre, ça coule. L'eau filtrée, ça c'est déjà plus intéressant. C'est-à-dire qu'on va mettre un filtre pour traiter l'eau, et en particulier l'eau du robinet dans certains cas. L'eau de source, ça c'est déjà un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que d'après les critères, c'est une eau qui doit être souterraine, qui doit être protégée. Pour ça que vous verrez quand vous baladez dans la campagne ce qu'on appelle des périmètres de protection. Ça garantit qu'on a une eau de source. Qu'on ne doit pas désinfecter, c'est-à-dire on doit la prendre telle qu'elle est, on sort du sol. Et par contre, elle peut être à peu près très variable dans le temps, elle n'a pas de composition bien définie. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'être potable. Mais pas de réglementation sur ce qu'il y a dedans. Alors, j'insiste bien, ça c'est vrai en Europe. Aux États-Unis, ce qu'on appelle eau de source, ça peut être une eau purement artificielle. Donc soyez conscients de ça, que l'eau de source n'est définie comme ça qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on est très strict sur l'eau. Il y a des lois cadres sur l'eau décidées par l'Europe. D'ailleurs, vous en vivez les conséquences tous les jours de ces lois. Et donc, c'est quelque chose qui est très bien encadré. Mais aux États-Unis, ils sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples. Aux États-Unis, l'eau de source, c'est à peu près n'importe quoi. Eau minérale naturelle, ça aussi, c'est spécifique à la France et à l'Europe. C'est une eau qui est souterraine, qui doit être protégée, qui ne doit pas être désinfectée et qui surtout doit être stable. C'est-à-dire qu'elle doit garantir une certaine composition minérale. Et ça, par contre, c'est spécifique à la France, sachez-le. C'est que quand vous achetez une eau minérale naturelle, elle est estampillée par l'Académie nationale de médecine. C'est une eau qui a été examinée par des médecins parce que c'est une eau qui est considérée comme étant un médicament. Ce n'est pas une eau de boisson. C'est une eau pour se soigner. Voilà. Alors, il y a un seul traitement qui est accepté pour l'eau de source, c'est le traitement d'aération pour enlever le fer. Alors ça, c'est justement... on va parler un petit peu d'eau en bouteille, parce qu'il y en a qui boivent de l'eau en bouteille dans cette salle. Ouais. Non, mais n'ayez pas peur, hein. On aime l'eau en bouteille en France. Donc.
Soyez bien conscient que ce traitement d'aération qu'on fait à l'eau en bouteille enlève toutes les qualités pour les ions. C'est-à-dire que l'eau que vous récupérez dans la bouteille, c'est comme de l'eau de source en fait. Vous avez perdu toutes les propriétés que vous auriez eues si vous aviez pris l'eau au griffon, c'est-à-dire au lieu de production. Et ça, c'est à cause de ce traitement d'aération. Alors pourquoi on aère? Mais parce que le fer de plus a cette caractéristique d'être soluble. Et donc, quand l'eau sort du griffon, elle est claire. C'est une bonne eau, elle est légèrement ferrugineuse. Elle a un petit goût de fer. Et l'eau ferrugineuse, comme tout le monde sait, c'est mieux. Bon, vous n'avez pas vu le sketch de Bourvil, c'est pas grave. Vous regarderez le sketch de Bourvil sur Internet, sur l'eau ferrugineuse. Mais dès que cette eau sort du sol, elle trouve l'oxygène de l'air, et qu'est-ce qui se passe? Le fer 2+ devient fer 3+. Et là, patatras, catastrophe. Le fer 3+, il est rouge et il est insoluble. Et donc, dans votre eau, ça précipite. Et donc, si on ne traitait pas cette eau qu'on va mettre en bouteille en l'aérant pour obliger le fer de précipiter, quand vous achèteriez votre bouteille au supermarché, vous auriez bien sûr la partie claire, mais vous auriez ça en pas de bout rouge. Vous achèteriez ça, vous? Ben non. Et donc, on vire. Mais quand vous virez tous les colloïdes qui servent à assimiler les minéraux. Et donc, vous récupérez une eau qui n'a plus que des minéraux non chélatés. Et là, vous allez faire travailler votre rein, vous allez faire travailler votre estomac pour faire produire tout ce qu'il faut, mais vous n'allez pas avoir les bénéfices. Donc, c'est pour ça que l'eau en bouteille, on va voir que ce n'est pas une solution que je recommande beaucoup. Alors, là aussi, des petits chiffres. 1994, marché de l'eau en bouteille, Nestlé 39%, Danone 33%, autres 29%. Il y a quelque chose qui s'est passé d'important en 2004, c'est l'arrivée sur le marché d'un troisième concurrent qui s'appelle Castel Neptune, qui a pris, vous voyez, quasiment un quart du marché de l'eau en bouteille. Alors, une petite vidéo pour tous ceux qui achètent de l'eau en bouteille, que j'aime bien. Si elle veut bien démarrer, voilà. Donc, on vous dit que c'est 30 milliards de bouteilles par an en 2005 aux États-Unis et qu'on ne recycle que 12% de ces bouteilles. Parce que je vous rappelle que pour vendre l'eau en bouteille, il faut une bouteille. Voilà. Ça, c'est le taux de recyclage des bouteilles d'eau. Mais évidemment, ce n'est que 12%. Le reste, voilà ce que ça donne. Et où ça va tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait toutes ces bouteilles vides? C'est bien beau d'acheter de l'eau en bouteille et se dire au moins elle est propre. Mais qu'est-ce que vous faites après avec ces bouteilles en plastique? Parce que je peux vous le dire en tant que chimiste, plastique, le turnover dans la nature, c'est plutôt 200-300 ans. Hein. Et vous avez vu le flux de bouteilles qu'il y a sur cette planète? Donc c'est pour ça, si vous buvez de l'eau en bouteille, ça doit peut-être un peu vous... Bon, peut-être qu'il va falloir que je la recycle, ma bouteille. Et donc, il y a des actions pour ça. On peut recycler les bouteilles en plastique, mais encore faut-il ne pas les mettre aux ordures. Et puis bon, bref, c'est toute une... Alors, celui-là, vous le connaissez. C'est le grand leader mondial de l'eau, Nestlé. Vittel, Épar, Saint-Alix, Plancoët, Nestlé évidemment, Lambert, Contrex, Quézac, Carola. On est en Alsace, donc Carola. Chaque fois que vous achetez cette eau-là, ou ces eaux-là, vous payez en fait Nestlé. Il faut le savoir. C'est Nestlé qui est derrière, qui récupère votre argent. Et ça, je ne mets ici que les eaux françaises. Hein. Parce qu'aux États-Unis, c'est Montclair, Nestlé, Santa Maria, Dick Park, Zeosphilis, enfin bref. Puis ça, c'est aux États-Unis, mais vous avez aussi, évidemment, Nestlé dans le monde. Que vous soyez en Grèce, au Royaume-Uni, en Portugal, Thaïlande, Jordanie, en Chine, en Hongrie, Nestlé est là et veille à ce que vous ayez votre bouteille. Donc, si vous achetez une bouteille d'eau, il y a une chance sur 4 que ce soit une bouteille pour Nestlé. Commercialisée par Nestlé. Donc, vous participez à cette société, à son développement, à sa politique de traitement de l'eau, chaque fois que vous achetez une bouteille d'eau en bouteille.
Parce que vous donnez de l'argent à cette société, après, elle a des sous. Et donc, elle fait ce qu'elle veut avec ça. Il y a une très belle interview sur YouTube du PDG de Nestlé, dans un documentaire que vous avez peut-être vu, qui s'appelle We Feed the World. Je vous invite à lire. Il y a le PDG de Nestlé qui parle. C'est génial. Bon, je ne vais pas le mettre parce que ça prendrait trop de temps, mais vous trouvez ça sur YouTube facilement. Alors, rassurez-vous, j'ai parlé que de l'eau. Hein. Mais Nestlé, c'est aussi L'Oréal, c'est Nescafé, c'est tous les aliments pour bêtes, c'est les Crispy, les Crunch. Ils sont partout. Hein. C'est un énorme groupe de l'agroalimentaire. Vous ne pouvez pas échapper à Nestlé. Enfin, si. Vous pouvez y échapper si vous achetez chez le petit marchand au marché du boulevard de la Marne. Oui, mais si vous allez en supermarché, je peux vous dire que vous êtes bardé de produits Nestlé. Tout est fait pour que vous achetiez Nestlé. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que Nestlé, hein, il y a un concurrent français qui s'appelle Danone. Danone, c'est plutôt les yaourts. Non, Danone fait aussi beaucoup dans l'eau. Et en plus, lui, il donne aussi dans les calciums. C'est-à-dire que Danone va vous produire une eau qui est riche en calcium. Oh, mais c'est gentil, ça. Mais pour mourir plus vite. Merci, Danone. Non, mais bon, il faut le savoir. Hein. Donc là, très rapidement, Volvic, Evian, Salvetta, Harvey, Badois, Taille-Fine, Mondor et Grand Barbier. Ça sont des sources Danone. Alors, il y a quelques années, j'aurais mis évidemment Montroucou et Rosé de la Reine, qui étaient de chez Danone. Mais Danone a eu un petit problème. C'est que vous voyez, il vend aussi Evian. Et Evian, c'est l'eau de Danone pour les bébés. Et à un moment donné, ils ont eu un problème dans les boutiques bio. C'est que, on leur disait, mais il y a Evian et il y a Montroucou pour les bébés. Je j'achète quoi, moi? Alors, le marchand de bio, il était bien embêté parce qu'il disait, achetez Montroucou. Mais alors pourquoi on me dit qu'Evian, c'est bon aussi pour les bébés? Surtout que c'est la même marque, hein, c'est Danone derrière. Et donc Danone a fini par craquer, il a viré Montroucou de son groupe, qui a été repris par la famille Lacaze, et maintenant c'est un groupe indépendant. Alors ça c'est tout nouveau, ça date à peu près des années 2000, c'est le groupe Castel Neptune, qui eux aussi, vous les connaissez bien, parce que c'est eux qui sont leaders de cristalline. Donc c'est un groupe qui n'est ni Nestlé ni Danone, mais qui a réussi à prendre un quart du marché de l'eau en bouteille en France. Hein. Par contre, ce groupe-là, vous ne le trouvez pas en étranger. Hein. Vous ne le trouvez pas aux États-Unis. C'est un groupe qui se trouve uniquement en France. Alors, on l'appelle le trouble fait parce que, oui, la cristalline, vous savez tout ça. Hein. Ça peut être une très bonne eau. Si regardez bien les étiquettes, c'est pour ça que j'ai fait acheter des bouteilles d'eau aux petits jeunes, là, parce qu'il peut y avoir une très bonne eau cristalline. Mais ça peut être aussi une eau horrible. C'est le problème de cristalline. Si on ne fait pas attention, ça peut être bon ou pas bon. Mais bon, ça a pris du marché à Danone et à Nestlé. Et puis, comme je vous disais, les indépendants, donc Montroucou, évidemment, Rosé de la Reine, Parot, Aloïs, Montcalm, Montclar, Saint-Amand. Beaucoup d'eau qu'on trouve dans les boutiques de diététique et les boutiques bio, évidemment. Alors ça, ce sont des petits producteurs. Hein. C'est des toutes petites sources. Moi, j'ai eu la chance de visiter donc les eaux Montroucou à Lacaune, qui est en Auvergne, des entreprises qui sont très sérieuses, très bien, mais qui ont évidemment de toutes petites productions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les trouver partout. Mais quand vous avez la chance d'en trouver, ce sont toujours de très bonnes eaux qu'on peut acheter sans problème. Et puis quand même, il faut le savoir, il y a ces eaux de synthèse. Ces eaux de synthèse sont des eaux qui n'ont rien d'eau, ce sont des eaux chimiques. Il y a des eaux qu'on a fabriquées de toutes pièces. Dasani, Nestlé, Aquarelle, Taille-Fine, Active, Flavour Splash, Aquafina. Ça, ce sont des eaux essentiellement, on prend l'eau d'une rivière, on fait ce qu'on appelle de l'osmose inverse, j'en reparlerai, on purifie l'eau et ensuite on rajoute les sels. Bon, une façon de faire. Mais il faut le savoir, hein, que c'est des eaux qui n'ont rien de naturel. Alors surtout qu'aux États-Unis, ces eaux-là sont qualifiées d'eau de source. Voilà, donc une petite définition de l'eau potable, eau en provenance de rivières, de lacs ou de nappes souterraines ayant subi un traitement physique, distillation, filtration, osmose inverse ou chimique, d'isonisation, chélation, désinfection. Voilà un petit peu pour les eaux en bouteille.
Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la caractérisation de l'eau, comment on peut voir quelle est une bonne eau. Pour ça, il y a un paramètre que je vous invite à bien voir chaque fois que vous achetez une bouteille. Pour le moment, je reste encore dans l'eau en bouteille. Parce qu'il y en a quand même 3/4 des Français qui achètent de l'eau en bouteille. Donc, autant qu'ils le sachent. Ça s'appelle le résidu à sec. C'est-à-dire que sur toutes les bouteilles, c'est obligatoire. Vous avez c'est ce que le petit ellipse rouge que j'ai mis. Vous cherchez cette mention. Minéralisation totale, entre parenthèses, résidu à sec. Ça, c'est le chiffre important. Parce qu'une eau, normalement, elle n'est pas faite, comme je vais vous l'expliquer bientôt, pour vous amener des ions. Elle est faite pour vous nettoyer. Et donc, pour se nettoyer, on ne va pas prendre une eau qui est chargée de beaucoup d'ions. On va prendre une eau qui est la plus propre possible. Et c'est grâce à cette résistivité, ou si vous préférez cette concentration, je vous ai mis les équivalents ici, ppm, milligramme litre ou microsiemens par mètre, tout ça c'est des unités par centimètre, pardon. Tout ça c'est des unités qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut comme ça savoir si l'eau contient beaucoup de minéraux ou pas. Grosso modo, vous voyez, ça c'est l'étiquette de Monroucou. Mais il y a d'autres bouteilles, on pourra les analyser tout à l'heure si vous voulez ensemble pour qu'on voit un petit peu. Vous voyez qu'au Monroucou, on est à 25. Et s'il y a un chiffre que je voudrais que vous reteniez, c'est 100. C'est-à-dire que pour moi, une bonne eau est bonne jusqu'à 100 mg litre de résidu à sec. Jusque-là, c'est une eau qui vous nettoie. C'est une eau que vous pouvez boire tout le temps sans restriction. Ce n'est pas une eau de médicament, ce n'est pas une eau minérale au sens de l'Académie de médecine. Et donc c'est facile parce que maintenant, vous savez, moi la première fois qu'avant, j'étais comme vous, hein, je ne savais pas ce que c'était l'eau. Donc quand j'allais sur les supermarchés, je voulais acheter de l'eau en bouteille, je me dis, qu'est-ce que je vais prendre? Tellement de produits. Ben maintenant c'est facile. Vous regardez le résidu à sec. Parce qu'il a toutes, elles sont au-dessus de 100. Quand vous en trouvez une qui est en dessous de 100, 9 fois sur 10, vous allez avoir une rupture de stock. Donc, vous sautez sur le pack. Tout de suite. 100 mg, c'est la valeur qui est... Tout ce qui est en dessous de 100 est bon. Voilà un petit tableau un petit peu plus précis. Soit on raisonne en conductivité, soit en résistivité. Donc on a ce qu'on appelle l'eau déminéralisée, c'est l'eau de laboratoire. Normalement, je vous déconseille de la boire. Ensuite, donc, on a l'eau pure, c'est jusqu'à 20 microsiemens par centimètre. Après l'eau douce, l'eau dure, l'eau minérale et l'eau de mer, vous voyez que la résistivité s'effondre ou que la conductivité augmente. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses dissoutes dans l'eau. Et plus il y a de choses dissoutes dans l'eau, moins c'est une eau qui peut vous nettoyer. Parce qu'elle est encombrée de tous ces minéraux et que l'eau elle est occupée à s'occuper des minéraux et ne s'occupe pas de toutes vos toxines qu'il faut éliminer. Parce que si on boit de l'eau, je vous rappelle, c'est pour éliminer ces toxines qu'on produit en permanence. Et donc, mieux vaut boire une eau qui est peu minéralisée. Alors, je vous ai mis les principales espèces, on les retrouve, hein, ce sont celles qu'on a évidemment trouvées, mais ce que je voudrais vous faire comprendre ici, par les diapositives qui vont suivre, c'est que ces espèces-là, elles sont là. Pourquoi? Parce que c'est d'une eau qui vient de la nature. Mais vous n'allez pas les assimiler. Ne croyez pas à la publicité qui vous dit « Ah, j'ai ma bouteille de Contrex, alors je vais pouvoir avoir ma source de calcium. » Non. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne pouvez pas les assimiler. La raison, elle est là. C'est que toutes les cellules ont ce qu'on appelle une membrane lipidique. C'est-à-dire que quand vous voulez rentrer dans une cellule, il faut traverser une membrane. Et cette membrane, elle est de type huile. C'est comme si vous aviez une couche d'huile. Et les ions, ils ne sont pas solubles dans l'huile. Ce qui fait que si vous les buvez dans votre estomac, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester sagement de l'autre côté. Et ensuite, qui c'est qui va les traiter? L'organe qui est chargé de traiter les ions et l'eau, c'est le rein. Et vous allez faire fonctionner votre rein. Bon, ça peut être bien de faire fonctionner son rein, mais vous n'allez pas absorber les minéraux dont vous avez besoin. À cause de cette barrière huileuse qui empêche la pénétration. Et c'est pour ça qu'il y a des acides aminés dans le corps. Parce que font les acides aminés? Ce sont des acides, ils ont une fonction carboxylique qui va d'un côté se lier à l'ion.
Et ensuite, ils ont une partie hydrophobe. En général, un cycle benzénique. Et cette partie hydrophobe va pouvoir faire traverser la membrane à l'ion. Ça s'appelle la chélation. C'est tout le secret de ce qu'on appelle la micronutrition. C'est l'art de prendre les ions, mais en mettant en plus ce qu'il faut pour qu'ils traversent la barrière intestinale et pour qu'ils aillent à vos cellules. Parce que sinon, ils ne traversent pas. Et alors vous dites, mais pourtant je me bourre de calcium, je me bourre de fer, de magnésium. Non. Parce que ça part par l'urine. Vous ne l'absorbez pas. Pour l'absorber, il faut ces acides aminés. Et si les acides aminés n'y ont pas, eh bien, il y a peut-être des moyens d'arriver à... Je vais vous en donner quelques-uns. En voici un, par exemple. Là, vous avez tous les minéraux qui sont essentiels à la vie. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez ce qu'on appelle une relation d'antagonisme. C'est-à-dire que tous ces minéraux, en fait, servent à aller dans des protéines qu'on appelle des métalloenzymes qui vont vous faire vos fonctions. On ne va pas regarder tout le diagramme. Ce qui compte, c'est juste d'avoir une vision globale. Mais je vais prendre par exemple deux pôles. Regardez le zinc et le cuivre. Vous avez le zinc qui est à gauche et vous avez le cuivre qui est un petit peu en bas. Cu, Zn. Vous voyez, il y a un trait avec deux flèches. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous avez un excès de zinc, vous allez tuer les enzymes au cuivre. Et si vous avez un excès de cuivre, vous allez tuer les enzymes au zinc. Oui, mais attendez, le zinc, il est aussi relié au calcium, il est relié au fer, il est relié au cobalt, le cuivre, il est relié à l'argent, qui est lui-même relié à l'iode, au molybdène. C'est le vrai jeu de billard. Hein. Et ça, c'est la grande erreur que commettent beaucoup de thérapeutes. Ils disent, ah, il manque de magnésium. Donnons-lui du magnésium. Que nenni! Que nenni! Parce que si je lui donne du magnésium, je regarde mon diagramme, je vais perturber le métabolisme du calcium. Je vais faire de l'ostéoporose. Parce que le magnésium et le calcium sont en antinomie. Vaut mieux le savoir. Et vous voyez la complexité, il vaut mieux pas s'amuser à prendre des produits tout seul. C'est très, 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 très dangereux. C'est pour ça qu'il y a des très bons produits sur le commerce qui s'appellent le sérum de Quinton, que je vous recommande. Si vous êtes déminéralisé, eh bien, prenez ces petites ampoules. Elles sont un peu chères, mais bon, peu importe. Avec ces ampoules, vous aurez tous ces ions qui sont amenés ensemble. C'est ça la clé. C'est comme vous les amenez ensemble, votre organisme saura faire le tri. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas besoin, ça partira. Et ce qu'il a besoin, il va le prendre. Et pourquoi du sérum? Pourquoi de l'eau de mer? Parce que, vous connaissez tous la chanson de Renaud, la mer c'est dégueulasse, il y a les poissons qui pèsent dedans. Et bien heureusement. Parce que tous ces minéraux, ils ont été avalés par des poissons, par des crevettes, par du plancton, et ils sont ressortis sous forme de caca. Du caca de crevettes. Mais ça c'est génial. Parce que ils sont chélatés. Ils ont déjà les acides aminés qu'il faut. C'est-à-dire que dès que vous les absorbez, ils passent tout de suite dans l'intestin. Il n'y a pas à fabriquer les transporteurs qui vont leur permettre de passer la barrière intestinale. Vous les avez tout de suite. C'est le plancton qui l'a fait pour vous. Et donc, quand on est déminéralisé, on ne prend pas du calcium si on est l'ostéoporose, on ne prend pas du magnésium si on est en déficit de magnésium, on prend une ampoule de Quinton, isotonique, hypertonique, suivant qu'on tolère la concentration en sel. L'isotonique, c'est pour le long terme, c'est pour toutes les maladies chroniques. L'hypertonique, c'est pour les sportifs, ceux qui ont besoin d'avoir une grande dose d'énergie à un moment donné. Les grands sportifs prennent jusqu'à 6 ampoules par jour. Et là, vous y allez. Parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. C'est que ces ions en eux-mêmes ne servent à rien s'il n'y a pas les vitamines. Donc il faut aussi penser, quand on prend ces ions, à prendre un complément vitaminique, parce que tous ces ions vont dans des enzymes qui ont des cofacteurs qui fonctionnent avec des vitamines. Et pour que la vitamine fonctionne, il faut qu'il y ait et l'ion et le cofacteur. Alors c'est facile, parce que là c'est pareil, il faut prendre un cocktail, il ne faut pas surtout en prendre une. Pourquoi?
Parce que vous voyez que c'est comme les ions, si vous en prenez une, vous inhibez les autres. Donc là aussi, il faut toujours les prendre en bloc. Donc toujours penser à associer un petit peu de vitamine avec vos ions, votre sérum de Quinton. Alors il y a une petite exception, c'est la vitamine C. Elle, vous pouvez vous en gaver, parce qu'elle ne fonctionne pas avec les enzymes. Elle sert juste à régénérer les antioxydants du corps. Donc la vitamine C, si vous êtes vraiment en stress oxydatif, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et si jamais vous en avez trop parce que vous allez bien, ça sort par les urines aussi, c'est génial. C'est un produit qui n'est pas toxique. Donc la vitamine C, on la met toujours un petit peu à côté, ça on peut en prendre. Vous connaissez tous du Linus Pauling, je pense. Le prix Nobel de chimie et de la paix. Il prenait jusqu'à 10 grammes de vitamine C par jour. Et il est mort à 98 ans. Donc ça on peut y aller, la vitamine C, il n'y a pas de gros problème. Ensuite, on va passer à un autre paramètre, ça c'était les ions. Il y a aussi ce problème qu'on appelle le pH. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah, il ne faut pas boire de l'eau neutre, il faut boire de l'eau alcaline. » Diable, pourquoi je boirais de l'eau alcaline? Alors, je vous ai mis ici la définition du pH. C'est une notion qui permet de quantifier ce qu'on appelle l'activité des protons en solution. Donc, vous voyez que c'est un truc qui va de 0 à 14 et que chaque substance liquide a son pH. Par exemple, l'acide chlorhydrique, c'est pH 0, la soude molaire, c'est pH 14. Et puis, tous les aliments, vous avez ça. Alors, par exemple, au hasard, le Coca-Cola, c'est 2,5, par exemple. C'est-à-dire que c'est une boisson qui est très acide. Il vaut mieux le savoir. Et puis, vous avez les pH dans l'organisme. Vous voyez que ça va de 1 à 8. Dans l'estomac, on est entre 1 et 3. Dans le vagin, à 3, 4. La sueur est à 4, 7. Et puis ainsi de suite, jusqu'au système digestif qui, lui, est plutôt basique qu'acide. Bon. Donc maintenant, c'est un autre problème. Est-ce que je dois boire de l'eau acide, de l'eau neutre ou de l'eau basique? Parce que j'ai ce paramètre aussi. Et si vous regardez la bouteille de Monroucou, c'est marqué le pH. Donc vous voyez bien que ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, le pH, on s'en tape. En gros. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très important pour le sang. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici, c'est la formule qui donne le pH du sang. Et pas besoin d'être très fort pour comprendre que ce qui est important, c'est le CO2 et les carbonates. Ça, il faut faire attention. Mais le CO2, vous le trouvez où? Non, pas dans les eaux gazeuses. Ce CO2-là, ça vous fait rôter, c'est tout. Non, le CO2, vous le trouvez dans l'air, c'est la respiration. Quand vous êtes en hyperventilation, là oui, c'est grave. Ou en hypoventilation. C'est là où votre pH sanguin commence à... Et regardez la gamme de variations. C'est en dessous de 7, vous êtes mort. Au-dessus de 7,7, vous êtes mort aussi. C'est-à-dire que vous avez juste 0,7 unités de pH de vie. Alors vous comprenez que s'il y a un truc qui est bien régulé dans l'organisme, c'est le pH. On ne va pas s'amuser avec ça. Et en général, vous êtes entre 7,35 et 7,45 exactement. Alors dans ces conditions, mais bon, pourquoi je boirais de l'eau alcaline? Parce que quand je vous dis que le pH de l'estomac c'est 3 ou 1, bah, je bois mon eau à pH 14. D'abord, ça me... toute la trachée qui est bouffée par la soude. Et puis ensuite, bah, ça arrive dans l'estomac, OH- plus H+, donne H2O. Et on est revenu à pH 7, quoi, la messe est dite. Donc, tous les gens qui vous disent buvez de l'eau alcaline, à d'autres. On s'en fiche. Ah, les électrons. Ça, c'est déjà plus subtil et surtout, c'est pas connu du tout. Si, c'est connu, mais uniquement d'une certaine classe de personnes. Il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs. Ça s'appelle les aquariophiles. Ce sont ceux qui cultivent les petits poissons, qui ont des aquariums. Eux, ils savent ça. Qu'un aquarium, on le perd en quelques secondes. C'est-à-dire que tous les poissons, ils sont là, ils vont bien. On va faire sa petite tambouille. On revient, ils sont tous crevés. Parce qu'un poisson, ça, c'est sensible au redox, aux électrons qui sont dans l'eau. Et c'est pour ça que tous les aquariophiles utilisent en général un osmoseur, une eau de très bonne qualité, parce que si on déconne avec l'eau, comme le poisson il vit dedans, bah chez lui c'est la mort, quand il met une eau qui n'est pas bonne. Alors,
là, ça se mesure avec une électrode aussi, mais ce n'est pas la même que pour le pH. Et puis, c'est un petit peu plus compliqué parce que le potentiel, il dépend aussi du pH. Donc, c'est pour ça qu'on a un autre paramètre qui, lui, évite d'avoir trop le pH en ligne de compte, qui est le RH2. Et donc, c'est comme l'échelle de pH, on a des milieux qui sont antioxydants ou réducteurs, et des milieux qui, eux, sont oxydants. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est les milieux oxydants. Évitez de boire une eau qui est oxydante. Et je vous le donne dans le mille, quel est l'agent oxydant par essence qu'on trouve dans l'eau du robinet et que le gouvernement nous met gratuitement pour que nous allions pas trop bien, c'est le chlore. Dès que l'eau est chlorée, vous partez du côté des parties oxydées. Donc c'est pour ça que si vous buvez l'eau du robinet, vous avez raison, parce qu'en fait, il faut boire l'eau du robinet. Mais par contre, il faut penser à retirer le chlore. Parce que le chlore vous donne de l'oxydation, et ça, c'est pas bon. Ça va augmenter votre stress oxydatif, et ça va se rajouter à tout le reste, le tabac, l'alcool, le hamburger, les frites. Vous rajoutez là-dessus un petit coup de chlore, et là, vos capacités antioxydantes, elles explosent. Elles ne peuvent plus suivre. Alors, il y a des petits malins. Hein. Là où je vous ai mis quelques domaines, il faut savoir que tous les gens qui font de l'élevage en bassin, de crevettes, ou de tout ce qui vit dans l'eau, commencent à découvrir ce domaine-là. Par exemple, parce que quand votre RH2 devient très réducteur, vous avez des proliférations bactériennes. Il y a des tas de bactéries qui commencent à apparaître. Quand vous avez des choses qui sont très oxydantes, vous avez des virus qui apparaissent. Alors ça, c'est important parce que vous allez en entendre parler dans les années qui viennent, on est en train de découvrir ça, que le virus, il ne vient pas de l'extérieur. Vous l'avez en vous. Ce qui va l'activer, c'est un terrain oxydé. Je suis oxydé, j'ai un virus qui normalement est dormant, qui ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de milieu oxydé, et puis comme je ne suis pas oxydé, il attend. Ah mais là, tu es oxydé, mon coco. Et paf, le virus apparaît. On n'attrape pas les virus. Ça se développe quand on a un terrain qui est oxydé. De la même façon, on n'attrape pas une infection. N'ayez pas peur d'embrasser sur la bouche votre ami s'il a un rhume. Si vous êtes sur un terrain qui n'est pas réducteur, vous ne saurez pas, les bactéries ne pourront pas proliférer. Si par contre, effectivement, vous êtes en terrain réducteur, là, il va falloir faire attention. Parce que les bactéries, elles ont besoin d'un redox d'électrons pour pouvoir se développer. Ça, on est en train de le découvrir, que tous ces micro-organismes, en fait, la vision pasteurienne, ils sont méchants, ils veulent que nous bouffer et nous faire mal. Non, ils sont en nous, en fait, et c'est la manière dont nous générons notre oxyde, notre bilan redox, qui va faire qu'on va manifester une infection ou une infection virale. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup de maladies à virus aujourd'hui, c'est parce qu'on désinfecte au chlore, et que le chlore est oxydant. Donc si vous voyez des maladies virales qui prolifèrent, enlevez le chlore de votre eau de boisson si vous buvez l'eau du robinet. Bon, ça, je passe. C'est une autre façon d'exprimer la qualité de l'eau. Ça s'appelle la quantification énergétique. Une bonne eau, c'est une eau qui ne dissipe pas l'énergie. Donc, ce sont les eaux, vous le voyez, Osmosée, Montroucourt, Rosée de la Reine, Montcalm, ce sont des eaux qui sont excellentes parce qu'elles vous nettoient et elles ne perturbent pas l'équilibre redox de votre organisme. C'est tout ce qu'on demande à l'eau. S'il te plaît, touche pas à mon redox. Non, mais c'est important, parce que si l'eau amène elle-même ses agents redox, eh bien, vous allez avoir des petits soucis. Oui, on peut regarder Épar, Saint-Yor, ça c'est des horreurs, hein, Contrex. Si vous buvez ça, vous pouvez, hein. Moi, je ne voudrais pas que vous sortiez cette conférence en disant « Ouais, je ne vais pas boire Contrex, c'est dégueulasse. » Non, buvez Contrex. Mais peut-être une semaine, puis vous arrêtez. Parce que ça peut être bien de boire temporairement une eau qui est très minéralisée, ça va résoudre certains problèmes. Mais ce n'est pas une eau que vous devez boire en permanence. C'est une eau plutôt médicamenteuse qu'une eau de boisson. Alors, je vais dire un petit mot de ces appareils, parce qu'ils sont en train de faire un véritable boom commercial. Ce sont les appareils d'eau électrolysée basique. Je vais vous citer une marque Kangen,
qui a une publicité très agressive où on vous dit buvez cette eau, vous allez devenir jeune, vous allez être beau, en bonne santé, ça soigne tout. Oui, c'est vrai. Mais, il y a toujours un mais. Donc, il y a Kangen, bien sûr, mais il y a aussi tout un tas de fabricants, et ça se développe de façon exponentielle. Et la caractéristique de ces eaux, c'est qu'elles sont très basiques, elles peuvent aller jusqu'à pH 10, et elles sont très réductrices. Et si vous avez compris ce que je vous ai déjà dit, très réductrice, ça veut dire que je vais vers les bactéries. Alors, grosso modo, ce qu'on fait, c'est pas très beau à voir, mais bon, tant pis. Hein. L'eau, elle est bonne. On la viole, c'est-à-dire qu'on le casse en morceaux pour faire des OH-, des électrons, faire de l'hydrogène, faire de l'oxygène. Ça s'appelle l'électrolyse de l'eau. Et cette électrolyse de l'eau, donc, elle vous donne 2 types d'eau. C'est pour ça que sur ces machines, vous avez 2 robinets. Le robinet oxydant et le robinet réducteur. On boit l'eau réductrice et l'eau oxydante, par contre, elle est géniale. Si vous avez un problème de peau, si vous avez une infection en externe, c'est un excellent antiseptique. Bah, évidemment, vous allez avoir un pH qui est acide à 4, il n'y a rien qui résiste, et en plus, avec un milieu oxydant, je peux vous dire que les bactéries, elles n'aiment pas du tout les milieux oxydants. Elles aiment les milieux réducteurs. Par contre, l'eau réductrice, on va la boire. Alors, vous avez 2 robinets, et vous pouvez régler. Bon. Après, il y a des appareils qui coûtent 600 €, il y en a qui coûtent 3000 €. Ah, ça vaut le coup d'acheter ça ou pas? Bon, on va répondre. Donc, tout d'abord, la publicité. Que font ces eaux quand on les boit? Eh bien, premier test, vous prenez un clou. Vous mettez le clou dans l'eau électrolysée basique. Et puis, vous mettez le même clou dans l'eau du robinet. Et puis, vous revenez quelques heures après. Qu'est-ce que vous voyez? L'eau du robinet, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que le clou, il s'est corrodé. Par contre, le clou qui est resté dans l'eau électrolysée basique, nickel. Vous voyez, si je bois cette eau, c'est génial. Je vais rester nickel comme le clou. Ah bon, on est des clous? Ben oui, c'est ça. On est en train de vous dire, vous êtes un clou. Mais non, on est un peu plus qu'un clou quand même. Mais c'est vrai que ça empêche le clou de rouiller. Ça, c'est vrai. Après, vous avez le PDG, là, il est à gauche, il a 67 ans. Et à droite, vous avez son représentant commercial aux États-Unis. Ils ont le même âge. Oh là là, qu'est-ce qu'il est jeune. Ben oui, il boit depuis 20 ans cette fameuse eau, qui est une nouvelle eau de jouvence. Et puis pourquoi? Parce que vous avez le petit dessin qui va vous convaincre. C'est qu'il y a une grande publicité en ce moment dans la presse médicale contre les oxydants, les radicaux, le stress oxydatif. On est en train de traquer les radicaux. Et pour traquer un radical, il faut un antioxydant. Or, il se trouve que cette eau est extrêmement antioxydante. Et donc, quand vous la buvez, vous n'avez plus ces attaques radicalaires. Et donc, comme ces attaques radicalaires sont censées vous faire vieillir, on ne vieillit plus. Voire même, on rajeunit. C'est-il pas beau? Ouais, un petit peu idéal. Hein. Mais ça marche, il y a des tas de gens qui achètent. Hein. Il y a aussi un autre argument dans ces types d'eau qu'on va un petit peu démolir, c'est l'argument de l'hydratation, parce qu'on a tous remarqué que quand on vieillit, on se déshydrate, c'est-à-dire que la peau devient rêche. Elle perd sa souplesse de peau de bébé qu'on avait. Et ça, c'est parce qu'on perd de l'eau. Donc, que vont dire les arguments de ceux qui vendent ces machines? C'est pas grave, on vous fait des tout petits clusters, ça s'appelle de l'eau hexagonale. C'est vrai que l'eau fait des clusters. Je suis bien placé puisque je les étudie en laboratoire. Bon. Mais le problème, c'est que ces clusters, on va vous dire, comme ils sont tout petits, ils peuvent passer à travers la membrane. Et c'est là où vous voyez qu'on vous bourre le mou. Comment de l'eau peut passer une membrane qui est de l'huile? Ça ne peut pas marcher. Pipeau. Mais ça fait vendre. Alors les voilà, les clusters d'eau, je vous en ai mis, ça c'est ma spécialité de laboratoire, j'en fabrique, je les regarde, je les caractérise, je m'amuse avec ça. Alors c'est très bien, mais il faut savoir que dans l'eau liquide, ces choses-là durent 10-12 secondes. En 10-12 secondes, ça a disparu.
Alors comment voulez-vous que ces choses-là vous hydratent ou quoi que ce soit? Ce sont des objets qui ne sont pas faits en fait. La nature les fabrique, bien sûr, l'eau est comme ça, mais ça a des durées de vie qui sont très faibles. Alors évidemment, la vérité, c'est que il faut passer cette membrane, cette couche d'huile, et ça, c'est assez récent, on l'a découvert depuis une vingtaine d'années. On ne passe pas par diffusion, on ne passe pas par transport coactif, parce qu'il faut quand même savoir qu'on s'hydrate énormément. Je vous ai montré à la première diapositive qu'on est traversé par beaucoup d'eau, et donc ça veut dire qu'il faut que l'eau, on la pompe à toute allure. Le seul mécanisme qui peut faire ça, c'est ce qu'on appelle des canaux. Ce sont les fameuses aquaporines qui ont donné lieu à un prix Nobel en 2005. Et donc, on a plein d'aquaporines. C'est des petits trous dans la membrane par lesquels l'eau passe. Des trous dédiés à l'eau. Et pourquoi c'est intéressant? Bon, je ne veux pas vous passer toute la liste d'aquaporines, on est en train d'en découvrir encore des tas. C'est intéressant parce qu'elles ont toutes la même structure. C'est une structure en double entonnoir. Un entonnoir qui est évidé vers le haut, puis ça se resserre, et un entonnoir qui s'évite vers le bas. C'est-à-dire que l'eau peut passer des deux côtés, soit du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire, soit du milieu intracellulaire au milieu extracellulaire. Et vous avez au centre de la protéine un petit coude comme ça. Ça fait un coude. C'est-à-dire que la molécule d'eau, elle est obligée de faire ça. Et comme elle est obligée de faire ça, elle ne peut passer qu'une par une. C'est-à-dire que les molécules passent une par une. Et donc, si vous avez des clusters en haut, on s'en tape. Que le cluster, il ne passe pas. Il faut qu'il se débobine pour que ce soit la molécule qui passe. Donc, toute cette théorie des clusters, si vous l'entendez parler, vous dites, oui, allez, va te coucher. À d'autres. Non, mais c'est ça qui est bien, ici, un petit peu de comprendre les choses. Alors, par contre, d'où vient leur potentiel redox? Parce que ces eaux sont extrêmement réductrices. Et ça, c'est un petit scoop que je vais vous donner, puisque c'est une étude que j'ai faite avec qui va être publiée là, cette semaine dans un journal. Ce sont en fait des nanoparticules de platine. C'est que quand vous électrolysez l'eau, il vous faut mettre des électrodes en titane recouvertes de platine. Et qu'est-ce qui devient le platine? Quand on fait passer un courant, eh bien l'électrode se corrode. Et elle vous balance des nanoparticules de platine. Et donc, ces nanoparticules de platine donnent des potentiels redox extrêmement bas, c'est-à-dire que ce sont elles les antioxydants. Ah oui, mais les nanoparticules de platine, on les trouve où aussi? Ce sont les mêmes que vous trouvez, que vous respirez dans l'air, dans les pots catalytiques. Voilà. Vaut mieux le savoir, quand on boit une eau électrolysée basique, on se bourre de platine. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, parce que si vous aimez la vitamine C, si vous aimez les grands antioxydants, les nanoparticules de platine, c'est encore mieux. C'est beaucoup plus antioxydant. Ça bouffe tout. Il n'y a rien qui résiste. Tout ce qui est radicalaire est bla, 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 bla. Il n'y a rien qui échappe. Aucun radical ne peut échapper à une nanoparticule de platine. C'est pour ça que ces eaux sont terriblement efficaces si vous êtes en stress oxydatif massif. C'est-à-dire que c'est une eau qui peut être géniale si vous êtes sous chimio. Parce que quand vous êtes sous chimio, vous avez des bouffées radicalaires qui vous viennent soit des rayons, soit des molécules qu'on vous met, qui génèrent des explosions de radicaux. Et là, bourrez-vous de cette eau-là. Parce que là, tous ces radicaux... Mais si vous n'avez pas le cancer, ou si vous n'êtes pas en état oxydatif, ça ne sert à rien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on oublie que les radicaux, on en a besoin. C'est que quand vous êtes infecté par une bactérie, comment fait votre système immunitaire pour tuer l'intrus? À votre avis? Eh bien, une bouffée de radicaux. On envoie une bouffée de radicaux sur la bactérie pathogène, et la bactérie pathogène, elle crève. Mais si vous buvez de l'eau antioxydante, ces radicaux que votre système immunitaire se tue à envoyer pour tuer l'intrus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ne vont pas arriver à leur cible. Et là, vous avez votre infection qui va devenir sévère. D'autant plus que comme vous buvez une eau qui est réductrice, vous savez que les meilleurs réducteurs favorisent la prolifération bactérienne. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc c'est pour ça que c'est des eaux que j'aime bien, mais uniquement sous contrôle médical, s'il vous plaît.
faites-vous suivre par un médecin. Si vous, effectivement vous voyez que vous êtes en stress oxydatif avancé, il y a des personnes qui sont en stress oxydatif grave, oui, allez-y. Mais si vous êtes en bonne santé, que simplement vous ne voulez pas vieillir, ce n'est pas une bonne idée. Parce que vous allez vers une maladie auto-immune. Donc ça, on va expliquer ça. On a essayé d'expliquer ça à l'Académie nationale de médecine. L'Académie nationale de médecine va essayer de faire un rapport. Vous allez en entendre parler dans la presse de ça. Mais bon, la réunion à l'Académie est prévue en avril 2014. Pour ça, je vous dis, c'est un peu un scoop que je vous donne là. Vous le savez avant tout le monde. Alors, c'est génial. Hein. Vous avez tous les effets antineurodégénératifs. L'anti-athérosclérose, ça vous guérit vos artères, ça vous guérit le diabète, ça vous guérit le cancer, ça vous guérit... ça rallonge la durée de vie des nématodes. C'est génial. Dès que vous avez un stress oxydatif que votre organisme ne sait plus gérer, mais prenez cette eau-là. Elle va vous sauver la vie. Mais dès que vous avez résolu le problème, stop. On reprend une eau normale. C'est un médicament. Ce n'est pas une eau de boisson. Alors, pour vous montrer, hein, la vitamine C et le thé vert, qui sont réputés quand même être très antioxydants, vous voyez, c'est la gnognotte à côté de ces eaux-là. Hein. Vous pouvez être à moins 600 millivolts. Là, la vitamine C, elle plafonne à moins 150 péniblement. Hein. Alors, on en vient à l'eau du robinet. Pourquoi les Français ne boivent-ils pas de l'eau du robinet ? La plus grosse majorité, c'est parce que ça a mauvais goût. Et ce mauvais goût, il vient d'une molécule qui est le chlore. Alors ça tombe bien parce que je vous ai dit qu'il fallait le retirer. Donc vous allez devoir retirer le chlore, vous ne pouvez pas faire autrement. Ensuite, parce qu'on a peur des produits toxiques. Il y a plein de choses dedans. Et je veux boire une eau propre. Bon. Par crainte des maladies ou des risques sanitaires, par choix d'une eau minérale, parce qu'on préfère le goût de l'eau minérale en bouteille. C'est vrai, les eaux minérales peuvent avoir un goût, l'eau du robinet a un sale goût. En raison de sa couleur ou de son manque de limpidité, c'est vrai que des fois, on ouvre le robinet, on laisse couler, quoi. Parce que sinon, on est mal. Hein. Et puis pour une autre raison. Alors, on est à peu près 36% de refusniques. Alors les refusniques, donc, ce sont les gens qui refusent de boire l'eau du robinet. Alors il y a plusieurs raisons. Vous voyez par exemple la publicité cristalline. On vous met une cuve de toilette et on vous dit « je ne bois pas cette eau ». Parce que c'est vrai, il y a des pays où on manque d'eau et qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez qu'il y a des pays où on manque d'eau ? Qu'est-ce qu'ils font ? San Francisco par exemple. Eh bien, on reprend l'eau des toilettes, on fait une osmose inverse et on la resserre à boire. Ça, c'est du pain béni pour cristalline. Moi, je ne bois pas de cette eau qui est passée par les toilettes. De l'autre côté, il y a ceux qui disent « moi, je bois l'eau du robinet, j'en suis fier, parce que l'eau en bouteille, ça pollue, il y a les bouteilles, des problèmes. » Et donc, on en est souvent à ce débat-là qui n'est pas très intéressant. Parce que moi, je vous dis, il vaut mieux boire de l'eau du robinet. Alors, c'est vrai qu'à une époque, et dans le monde, c'est encore un énorme problème. Voilà ce qui se passe si vous ne faites pas attention. Vous pouvez vous empoisonner gravement avec de l'eau. L'eau donne la vie, mais elle sait aussi donner la mort, je vous rassure. Et une mort horrible, vous n'avez qu'à voir les photos. Quand vous avez des infections, des bactéries, on nous dit « l'eau, c'est la vie ». Oui, c'est la vie pour tout le monde, hein, y compris pour les bactéries qui prolifèrent. Donc ça, c'est le grand cauchemar de tous les médecins. C'est pour ça qu'on met du chlore. On ne veut pas de ça. Parce que ça, on a connu. Au 19e siècle, on a connu ces infections-là. Et même aujourd'hui, au 21e, on les connaît toujours. Il suffit d'aller dans un pays où il y a une catastrophe naturelle et ça arrive en flèche. C'est pour ça que dès qu'on a une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, on fait venir des unités d'osmose pour traiter l'eau, pour que les gens aient une eau propre. Donc ça, c'est un vrai problème, mais en France, c'est pas. L'eau est très contrôlée et vous risquez vraiment rien au robinet, c'est zéro. Donc c'est pas pour ça que vous devez avoir peur. Hein. Alors après, c'est vrai qu'il y a les nitrates. Ça, c'est déjà plus ennuyeux. Parce qu'il y a des pays, vous voyez, par exemple, vous seriez en Bretagne, là, il y a des nitrates. Et les nitrates, c'est pas trop grave pour nous les adultes. On ne sait pas très bien, en fait. Par contre, pour les bébés, c'est sûr. C'est que si vous donnez une eau qui est nitratée à un bébé, il devient tout bleu et il meurt.
Et donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on ne boit pas l'eau du robinet, c'est parce qu'on a un bébé. Et vous savez tous, quand on a un bébé, on lui achète Evian. Ou Monroucou. Mais on ne lui donne pas l'eau du robinet, il risque d'y avoir des nitrates, et c'est vrai que pour un bébé, c'est très ennuyeux. Alors, troisième raison, c'est les métaux lourds. Et là, il y a eu un reportage sur France 2. Vous savez que les propriétaires doivent enlever les canalisations au plomb. Et puis ça renacle, parce que ça coûte cher. Donc ça, c'est l'autre raison. Si vous allez avoir du chrome, du nickel, du cuivre, du zinc, de l'arsenic, du cadmium, du mercure, du plomb. Alors ça, c'est un vrai problème. Par exemple, si vous avez vu Julia Roberts, vous connaissez ? Il y a un magnifique film qui s'appelle Erin Brockovich, qui vous raconte ce qui se passe quand on boit de l'eau qui a du chrome. Ça s'est fait aux États-Unis. Il y a des gens qui ont bu ça. Bon, ils étaient indiens. C'est pas une raison. Mais c'est méchant. Si vous voulez savoir ce que fait l'arsenic, allez regarder ce qui se passe au Bangladesh. Si vous voulez savoir ce que fait le cuivre, allez voir ce qui se passe dans certains champs où on cultive la vigne, où on met de la bouillie bordelaise et où, pour emmerder le voisin, on va mettre du sel de cuivre dans son eau pour qu'il crève. Ça se voit dans les campagnes. C'est bien connu. Si vous voulez voir ce que fait le cadmium, eh bien fumez comme un pompier. Si vous voulez voir ce que fait le mercure, achetez des bons poissons d'élevage élevés au bord de nos côtes et vous serez bourré de mercure. Ou alors allez sur Internet et regardez l'accident de Minamata Bay où des gens ont mangé du mercure dans les rizières. C'est horrible. Ça aussi, on a peur. Mais là encore, en France, tout ça, c'est traité. C'est-à-dire que, sauf si vous avez des canalisations en plomb, évidemment, il faut peut-être un petit peu faire attention, mais normalement, les canalisations aujourd'hui sont à peu près propres. Ensuite, il y a tout ça, il y a les herbicides, les insecticides, les fongicides, les mycicides, les rodenticides, les acaricides, les nématicides, les bactéricides, les pesticides, les molluscicides, les avicides. Notre société est obsédée par le cide. Tuer. J'ai un problème, je tue. Pan. Et évidemment, quand vous déversez tous ces produits phytosanitaires, où ça termine tout ça ? Dans l'eau. Et il peut y avoir ça dans l'eau aussi. C'est pour ça qu'on ne boit pas l'eau du robinet, surtout. Alors, il y a pire encore. Et ça date de 2011. Alors, on le savait depuis longtemps, hein, mais ce n'est que depuis 2011 où c'est officiel. On sait qu'il y a aussi des résidus de médicaments. C'est-à-dire que si vous avez un cancer, ce n'est plus la peine de prendre de la chimio, vous buvez de l'eau du robinet. Vous avez des anticancéreux qui y sont. Si vous avez un problème d'inflammation, il y a des antistéroïdiens qui sont là, dans l'eau. Et c'est officiel, hein, il y a eu un rapport, 2011. Regardez, si c'est pas beau. Voilà ce qu'on trouve dans l'eau. Caféine, oxazépam, paracétamol, carbazépine, nosartan, époxycarbazépine, hydrochlorothiazine, gadolinium, ibuprofène, triméthadisone, diclofénac, kétoprophène, sulfadimérésine, naphthydrofuryl, hydroxybutyrophène et acide salicylique. À table. Alors vous comprenez qu'il y a des gens qui ont peur de tout ça. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver tout ça dans l'eau du robinet. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va la purifier. Donc, pour la purifier, soit on est riche, soit on ne l'est pas, soit on n'est pas malin. Il y a ces fameux pichets filtrants que je ne vous recommande pas, mais enfin si. En cas de toute urgence, si vraiment vous ne voulez pas investir dans un appareil de filtration, ça vous semble trop cher, filtrez au moins votre eau avec ces pichets, au moins vous enlevez tout ce qui est le chlore, c'est déjà ça, et aussi tout ce qui est hydrophobe. C'est-à-dire les pesticides, les résidus de médicaments, tout ça, ça va dans le filtre. Oui, ça va dans le filtre, à condition de changer le filtre quand il faut. Parce que si vous ne changez pas le filtre, ça relargue. Hein. Et là, vous en prenez des doses massives. Donc c'est pour ça que c'est à manier avec précaution. Par contre, vous aurez d'énormes problèmes avec tout ce qui est métaux lourds et nitrates, parce que ça n'arrête rien. Ça. Et donc vous aurez quand même les problèmes des nitrates et des métaux lourds. Alors pour ceux qui veulent être sûrs, il y a un appareil, j'en ai amené un là pour que vous voyez comment ça fonctionne, ça s'appelle un osmoseur inverse. C'est quelque chose qui ne laisse passer que l'eau. En fait, c'est une aquaporine. Sauf qu'elle est fabriquée par l'homme et qu'on ne fait passer que de l'eau, ce qui fait qu'on met tout ce qu'on veut d'un côté et on ressort de l'autre une eau qui est pure. Et c'est cette eau ensuite qu'on va boire. Et c'est là où je vais terminer avec un sujet qui est en général
La plupart des conférences s'arrêtent ici, parce qu'on a tout traité finalement. J'ai traité l'eau en bouteille, j'ai traité l'eau du robinet, je vous ai dit qu'on va la purifier. Maintenant, je vais vous dire que l'eau, c'est plus que ça. C'est plus que de l'eau. Et vous devez le savoir, puisque vous êtes fait d'eau. L'eau, c'est la vie. Et donc, on peut faire des choses à l'eau. Et des choses fantastiques. C'est ce qu'on va essayer de regarder maintenant. Bon, ça, c'est la membrane. On pourra en discuter si ça vous intéresse. Ça vous montre qu'effectivement, une fois qu'on a filtré tout ce dont j'ai parlé est viré, il n'y a quasiment plus rien qui reste. Et ça, c'est un énorme intérêt, par exemple, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas porter les packs d'eau et qui veulent boire une eau qui est propre. Vous leur installez un osmoseur et là, elles ont l'eau au robinet. Une eau de qualité. Elles n'ont plus besoin d'aller au supermarché pour acheter les packs. Alors, il y a un petit danger à faire ça, c'est qu'il faut que la membrane soit en bon état. Et c'est pour ça qu'on a toujours un préfiltre en charbon actif pour arrêter le chlore. Pourquoi ? Parce que si jamais on n'arrête pas le chlore attaque la membrane. Ça fait des trous comme ça, et à ce moment-là, il vaut mieux pas avoir d'osmoseur. Parce que ça fait de la prolifération bactérienne et des choses qui sont vraiment pas belles. Voilà. J'en arrive à cette propriété de l'eau que moi j'étudie beaucoup en ce moment. Elle est aussi beaucoup étudiée par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Luc Montagnier. Vous avez peut-être entendu parler de ses travaux. Je vais juste vous en dire 2 mots parce qu'il va y avoir un beau documentaire qui va passer sur France 5 en janvier, qui va vous raconter toute l'histoire, donc vous aurez tous les détails. Je vais juste vous dire ce qui se passe. Vous prenez un ADN, peu importe de quoi. Vous voyez ce que c'est qu'un ADN? C'est une double hélice. Et vous la mettez dans l'eau. Bon, jusque-là, rien de bien sensationnel puisque l'ADN adore l'eau. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diluer. Vous allez retirer cette molécule d'ADN en mettant de l'eau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ADN. Et c'est là où vous prenez cette eau et vous mettez un microphone. Et qu'est-ce que vous entendez? L'eau qui cause. Et blablabla. Elle cause sur 5 Hz de fréquence. C'est-à-dire que vous la mettez dans un appareil qui détecte les ondes sonores et vous entendez l'eau qui parle. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez mis une eau qu'on n'a pas contenu de l'ADN, l'eau, elle ne cause pas. Et ensuite, ça encore, c'est déjà pas mal, hein, de l'eau qui cause. Mais c'est encore mieux, c'est que vous enregistrez ce son, la voix de l'eau. Vous mettez ça sur un fichier WAV. Vous savez ce que c'est les fichiers WAV? Ce sont les fichiers son des ordinateurs. Et vous envoyez ça par Internet, le web, par mail, copie, pièce attachée, fichier WAV, clac, vous envoyez ça chez quelqu'un qui lui a de l'eau pure. Il prend son tube d'eau pure et il fait écouter à l'eau pure ce son qui vient d'Internet. Bon, a priori, il ne se passe rien. Si, parce que si maintenant vous remettez des nucléotides et une ADN polymérase, vous avez l'ADN qui se recrée à partir de la mémoire de l'information qui avait été écoutée, stockée dans l'eau. On fait ça en laboratoire aujourd'hui. C'est officiel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout ça, je l'explique sur Internet, il y a des tas de choses pour ceux que ça intéresse. Et puis c'est très scientifique, c'est de la physique quantique. C'est parce qu'en fait, on oublie qu'il y a le vide. Et ça, on est en train de découvrir les propriétés du vide en physique quantique. Le vide, ce que vous croyez vide, est en fait plein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut comme ça comprendre ces propriétés de l'eau. Et pour vous, je vais vous donner juste les 2 clés. Parce que le reste, c'est des équations mathématiques obscènes. Les 2 clés, c'est ça. C'est que l'eau est sensible au champ électromagnétique et à l'infrarouge. C'est la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que partout où vous envoyez une fréquence, un rayonnement électromagnétique ou des rayons infrarouges, l'eau fait quelque chose. Elle se souvient de ça. Mais c'est quoi des rayonnements électromagnétiques? Ça s'appelle du Wi-Fi. Je vais vous montrer un truc. Il y a de l'eau là-dedans qui me protège de toutes ces ondes Wi-Fi qui me traversent et qui changent ma structure d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même des dispositifs qui sont développés pour se protéger. Personne ne le sait, mais bon. Vous avez bien fait de venir, hein.
Alors, très brièvement, bon, ça c'est un premier procédé qui est très célèbre. Alors là, je ne vais pas en parler parce qu'il y a des pages sur Internet, sur mon site, sur le site de Rodolphe. C'est l'eau Marcel Violet. On capte des ondes cosmiques, on les transmet à l'eau et après on boit l'eau, c'est génial. Je vous laisse lire tout ça. Jusqu'à ce qu'on ait découvert ces propriétés quantiques de l'eau, évidemment, c'était comme ça, c'était fantastique. On disait Violet, il est fou. Ben non. Effectivement, il y a quelque chose, il y a les ondes cosmiques qui peuvent passer dans des antennes. On peut les mettre en fréquence électromagnétique et comme l'eau a des domaines de cohérence qui sont sensibles au domaine électromagnétique, on peut dynamiser l'eau, changer ses propriétés comme ceci. Donc ça s'appelle le procédé Marcel Violet. C'est typiquement, on met 2 électrodes, il y a des appareils que vous pouvez acheter. J'en ai pas amené un parce que je n'ai pas réussi à le sortir de son socle. Mais on pourra en discuter pendant le... Pour ça qu'il y a une section de discussion. Une autre façon de... Mais ça, c'est beaucoup plus doux, mais par contre aussi très efficace, c'est la dynamisation par vortex. Bien, ça consiste à faire tournoyer l'eau. Donc là, vous n'allez pas travailler au niveau du domaine de cohérence, vous allez travailler ce qu'on appelle au niveau du domaine de supercohérence. Il y a des petits courants d'électrons qui circulent dans l'eau, et quand on fait les vortex, ça réorganise un petit peu tout ça. Et là, bon, vous avez la figure de M. Schauberger, qui est le premier qui a trouvé qu'on pouvait dynamiser l'eau par vortex. Et ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire chez vous. Hein. On a même amené un pied à soupe, pour ceux qui ne veulent pas acheter un vortexeur. Passez votre eau au pied à soupe, quoi. Oui, je sais, ça semble idiot, mais bon, c'est idiot la première fois qu'on le fait. Puis après, quand on a goûté, on se dit, c'est peut-être pas si bête, parce qu'on voit les effets. Il y a des effets qu'on peut voir sur le sang qui est plus fluide. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait des vortex. Alors on est en train de faire la physique de tout ça, et moi je vous ai amené mon appareil favori là pour pouvoir l'utiliser, c'est le Wirbler. En forme d'œuf et tout, il est là-bas, il est magnifique. Cristal, sans plomb, transparent. Et alors avec ça, on décolle. On boit de l'eau, mais... Je vous laisserai essayer si vous ne me croyez pas. Oui. Hein? Oui, ben c'est fini là. Dernière chose, les DILECA, qui sont alors des systèmes qui combinent l'électricité, le magnétisme, le vortex. Alors après, vous avez des systèmes qui vont tout mettre ensemble. Les céramiques, n'oubliez pas les mains. Vos mains émettent de l'infrarouge. Ben oui, les guérisseurs, on peut aussi expliquer comment ça fonctionne. C'est avec ça. Et puis, comme je vous ai dit, vous avez ces magnifiques systèmes CMO qui vous protègent contre toutes ces méchantes ondes. Parce que c'est vrai que essayer de dormir maintenant de nos jours, ça peut devenir dur. Mettez ces produits-là, ces appareils-là, et vous verrez, quand moi je les fais, je dors beaucoup mieux. Un petit coup de griffe à Monsieur Emoto. Bon, je l'aime bien, hein, mais c'est un rigolo. Donc ce monsieur fait de l'art et du commerce, ça j'ai rien contre, mais ne me dites pas qu'il fait de la science. Tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Donc, c'est vrai que ça fait des belles photos. Vous avez ici une eau qui a écouté du heavy metal, puis une eau qui a écouté Beethoven. Quand elle écoute Beethoven, c'est beau. Quand elle écoute l'heavy metal, c'est pas beau. N'importe quoi. Bon, ça fait vendre, c'est très beau, c'est artistique, mais c'est pas de la science, vous pouvez oublier. Voilà. Dernière chose, on peut se battre ou s'entraider pour de l'eau. Donc en général, on est neutre ou alors plutôt coopératif dès qu'il s'agit de partager son eau. Il y a quelques pays qui sont carrément dans les conflits, je ne vous pas des photos, hein. Israël, la Syrie, sont souvent des conflits qui sont liés à l'eau, par exemple Tibet et la Chine. Pourquoi les Chinois ne veulent pas lâcher le Tibet? Parce que c'est le réservoir d'eau de la Chine, c'est tout. Ils ne vont pas se priver de leur alimentation en eau. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau sur cette planète. Vous voyez, si on rassemblait toute l'eau, voilà ce que ça donne. Une petite goutte sur un morceau de terre. Pour ça, s'il vous plaît, ne polluez pas l'eau. Parce qu'évidemment, on boit tous là-dedans. Hein. Et encore, là-dedans, c'est quasiment que de l'eau salée qu'on ne peut pas boire. Donc, faites attention, la pollution de l'eau, c'est un vrai problème. Si vous voulez aller plus loin, il y a un livre qui est paru par un de mes amis qui s'appelle Yann Olivo, qui coûte un peu cher, mais bon,
On en a pour son argent, c'est un gros pavé, on vous parle de tout ça en long, en large et en travers. C'est aux éditions donc Marco Pieter. Pour ceux qui veulent me suivre, parce que je suis très actif grâce à mon ami Rodolphe Forger sur Internet, Facebook, n'hésitez pas, il y a des vidéos, il y a des interviews, il y a des textes. Tout ça, c'est développé de façon beaucoup plus détaillée que ce que j'ai pu faire ici. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment, qui sont intéressés par cette nouveauté qui est quand même que l'eau est une structure quantique et qu'on peut faire des choses intéressantes, il y a des formations scientifiques que j'organise. Donc 2 formations, une de 2 jours, l'eau dans la cellule, l'autre de physique quantique, pour ceux qui veulent comprendre les propriétés de l'eau. Et ça, il y a Sylvie qui est ici, qui peut vous renseigner sur toutes ces formations. Voilà, donc maintenant, on va passer aux questions, s'il y en a. Et puis, s'il n'y a pas de questions, bon, il y a des appareils aussi pour... Je vous remercie pour votre attention.